Bonjour et bienvenue dans ce cours de macroéconomie où nous allons parler de variables monétaires mais aussi d'échanges internationaux. Alors, commençons par les variables monétaires avec le rappel de deux notions, celle de taux d'intérêt et d'inflation. Le taux d'intérêt est le loyer que vous payez lorsque vous empruntez de l'argent. C'est donc bien le coût de l'argent et c'est un prix qu'il faut payer pour disposer de cet argent. D'un autre point de vue, celui du prêteur, c'est la rémunération reçue pour la privation de l'usufruit de cet argent sur une période définie. Alors c'est donc bien un service, le prêt d'argent, et cette période peut être annuelle, mensuelle, trimestrielle, semestrielle, mais en général on essaiera de réfléchir en période annuelle, histoire de pouvoir comparer des choses comparables. Vous verrez d'ailleurs souvent cette notion de TAEG pour taux annuel effectif global, qui est une norme lorsque on veut vendre des euh, prêts. Voilà. Alors, à côté de ce taux d'intérêt, on a aussi la notion d'inflation qui va être importante. Et donc, qui est bien un mécanisme d'augmentation durable, globale et auto-entretenue des prix, des biens et des services dans une économie. Alors, comme on a vu à la Banque centrale, on va calculer ça en rassemblant les coûts de toute une série, de biens et de services à un certain moment donné. On va appeler ça un panier de consommation. Et ce même panier de consommation, on va le comparer de période en période, bien sûr en le faisant évoluer en fonction de ce que les gens achètent. On a vu que au cours des périodes, les gens n'achètent pas toujours les mêmes choses. Donc on va essayer d'intégrer un panier représentatif de ce que les nationaux achètent. Voilà. Autre précision, la Banque nationale, elle essaye de maintenir ce taux d'inflation autour des 2%. Avant, c'était supérieur à 2% et proche de 2%, mais maintenant, ils ont changé leur politique depuis 2022, si je ne m'abuse, 2021 ou 2022, et là maintenant, c'est autour des 2% qu'ils essaient de viser. Alors, si vous voulez en savoir plus sur l'inflation et sur pourquoi la BCE veut rester autour des 2%, je vous propose cette petite vidéo qui est gentille mais amusante et voilà, qui vous permettra de revoir ces notions que nous avons déjà vues ensemble. Alors, à côté de ça, on a vu plusieurs modèles, dont notamment le modèle ASAD, qui vont nous permettre de trouver plusieurs causes à l'inflation. Alors, la première cause est celle qui est illustrée ici à droite, qui est l'augmentation de AS. Donc ici c'est la version francophone, donc la demande agrégée et l'offre agrégée, ASAD étant Aggregated Supply et Aggregated Demand. Alors, on voit que un glissement de cette demande agrégée vers la droite, donc une augmentation de la demande agrégée, elle va bien mener à une augmentation du PIB, mais aussi une augmentation du niveau général des prix. Et ça, que cette augmentation ait lieu via une augmentation de la consommation, des investissements, des dépenses gouvernementales ou du rapport exportation-importation. Bien, autre cause possible, ce serait une diminution de l'offre agrégée. Une diminution de l'offre agrégée, elle mènerait à un glissement vers la gauche de notre offre agrégée, ce qui amènerait à une diminution du PIB, mais aussi une augmentation du niveau général des prix. Alors ça, c'est en tout cas à court terme, souvent dû à une hausse des coûts de production, c'est-à-dire généralement les salaires, les matières premières ou encore des consommations intermédiaires.
Très bien. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser aussi à une troisième cause de l'inflation, qui est, elle, une cause monétaire. Alors, quand on a réfléchi avec notre modèle ISLM, on a vu que on avait fixé les prix, c'était un modèle à prix fixe. Alors ça, ben, c'est quelque chose qui est valable, qui était vendu par les mercantilistes et les keynésiens, mais qui n'est valable qu'à court terme. À long terme, et c'est le cas évidemment comme on le voit sur le modèle ASAD, on va avoir une modification du niveau général des prix. Alors pour comprendre ça, on va utiliser l'équation dite de Fischer, MV est égal à PT, où M est cette masse monétaire, V est une constante, c'est la vitesse des échanges dans l'économie, la vitesse de circulation de la monnaie dans les économies, P est le niveau des prix, et T est le nombre de transactions, donc une mesure de l'activité économique, des quantités échangées. Alors, la question est de se dire, ben, est-ce que ce sont les prix qui sont constants ou est-ce que c'est l'activité économique qui est constante? Et ce que nous dit l'équation, c'est que si on considère, comme les keynésiens, que les prix sont constants, eh ben, une politique monétariste expansionniste va amener à une augmentation des transactions, donc à une augmentation du PIB finalement. Tandis que si, comme les monétaristes, on dit non, 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 c'est pas le niveau des prix qui sont constants, c'est l'activité économique qui est constant. Et ben dans ce cas-là, eh ben, une augmentation de la masse monétaire ne va pas mener à une augmentation des transactions et du PIB, ça va mener à une augmentation du niveau général des prix. Voilà. Et donc, ben voilà, on comprend que cette politique monétariste, elle était, quand on regardait le modèle ISLM-BP, largement euh, voilà, bénéfique, mais ici, on se demande quelles vont être les limites. Quelles vont être les limites. Voilà. Alors, si vous voulez en savoir un peu plus entre l'équilibre qu'on cherche à obtenir entre utiliser la masse monétaire comme un outil de croissance ou comme un outil de stabilité du niveau des prix, ben, je vous propose cette petite vidéo euh, sur notre folder. Voilà. Pour aller un petit peu plus loin, on va devoir encore définir ce qu'est la masse monétaire. Alors, on a vu que, d'abord, la masse monétaire, c'est bien la quantité de monnaie en circulation à l'intérieur de la zone macroéconomique qu'on observe. Maintenant, il s'agit de dire clairement qu'est-ce qu'on entend par monnaie. Et on a vu au premier cours qu'elle pouvait revêtir plusieurs formes. Ici, bien sûr, on va prendre la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire les billets et les pièces imprimées par la Banque centrale. On va y rajouter la monnaie scripturale. Donc ça c'est la monnaie écrite sur vos comptes, notamment les comptes à vue. Donc chaque fois que vous avez une opération qui est, enfin vous mettez de l'argent sur votre compte dans votre banque commerciale, et ben finalement c'est quelques pixels sur un écran qui sont ajustés. Et ben ces pixels ils vous permettent de consommer, d'acheter, et donc ils créent de la monnaie. C'est logique de les rajouter. On va encore rajouter des dépôts plus ou moins équivalents, mais sur des comptes à terme. Par exemple, votre livret, en principe, il est un peu moins liquide que le compte à vue. Vous vous engagez à le laisser un certain temps, à laisser votre argent un certain temps sur ces comptes. Et puis, on va encore rajouter les titres émis par les institutions financières. Alors ici, ce sont des, des- des papiers qui finalement vous donnent, sont des titres de propriété d'un ensemble d'actifs, notamment par exemple les SICAV, Sociétés d'investissement à capital variable. Ce sont des sociétés qui investissent dans plusieurs choses et vous avez un titre de propriété euh, de cette, euh, de cette société. Et ça s'échange relativement facilement et donc ça va faire également partie de la masse, de la définition de la monnaie et donc de la masse monétaire.
Très bien. Idem pour les fonds communs de placement, c'est juste voilà, un autre nom pour un mécanisme relativement similaire, en tout cas du point de vue généraliste qu'on adopte ici. M3, hein, donc la monnaie fiduciaire, plus la monnaie scripturale, plus les dépôts à terme, plus les titres émis par les institutions financières, et ben ça va servir de référence pour mesurer la masse monétaire au sein de la zone euro pour la BCE. Voilà. Si on prend d'autres banques centrales, eh ben, parfois la définition variera un petit peu. Et donc, voilà, s'il vous arrive de faire une analyse là-dessus, faites attention à ce qui est compris dans la notion de monnaie. Très très bien. Alors, maintenant qu'on a compris ce qui était inclus dans la masse monétaire, on va pouvoir voir ben, comment la BCE va agir pour gonfler ou diminuer la masse monétaire et donc influer sur l'inflation à moyen terme. L'outil principal, j'ai mis doux ici parce que il est gentil, je veux dire que par là qu'il ne fait pas des variations de la masse monétaire qui sont trop abruptes, hein, mais c'est l'outil préféré de la BCE, c'est le taux directeur. Donc le taux directeur, c'est le taux à laquelle la BCE euh, comment dire, va prêter aux banques commerciales, c'est ça. Si la BCE augmente son taux directeur, ça veut dire que les banques commerciales vont répercuter cette augmentation du taux sur leurs clients. Et donc, elles vont augmenter le taux d'intérêt demandé aux clients particuliers comme entreprises. Ben, les particuliers et les entreprises, si les taux d'intérêt augmentent, eh ben, ils vont réfléchir un peu plus longtemps avant d'emprunter. Donc la demande de prêt va diminuer. Dit autrement, le nombre de projets qui sera rentable à un taux d'intérêt plus élevé sera moins grand et donc la demande de prêt va diminuer. Si la demande de prêt diminue, eh ben, la monnaie scripturale, elle va également diminuer, ce qui va faire diminuer la masse monétaire. La masse monétaire diminuant, eh ben, par une réflexion monétariste, on aura l'inflation qui va avoir tendance à diminuer à moyen terme. Hein, et donc je dis bien tendance à diminuer à moyen terme. On l'a vu d'ailleurs dans le jeu de rôle qu'on a fait à la Banque nationale. Quand vous jouez sur le taux directeur, ben, c'est pas directement qu'il y a un effet sur l'inflation. Non, 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 il est progressif cet effet. Hein, voilà. Très bien. A contrario, si la BCE diminue son taux directeur, eh ben, le taux d'intérêt demandé par les banques va lui aussi diminuer, la demande de prêt va, elle, augmenter, la masse monétaire augmente et donc l'inflation augmente. On peut retenir que finalement, l'inflation va dans le sens opposé au taux directeur. Bien. Alors, c'est pas le seul outil de la Banque centrale. Je vous ai d'ailleurs mis euh, un petit film si jamais vous voulez mieux approfondir la relation entre taux directeur et masse monétaire. Mais il y a aussi, donc jouer sur le taux directeur, c'est faire ce qu'on appelle des opérations d'open market. C'est-à-dire que c'est un taux de financement des banques commerciales qui se fait typiquement d'une semaine à 3 ans. Voilà, donc c'est relativement large. Ce qu'on peut faire aussi, c'est prêter à plus court terme. Ça s'appelle les facilités permanentes. Et là, ce sont des services de prêt ou de dépôt qui sont à 24 heures. Donc on a ce qu'on appelle un taux de dépôt et un taux de prêt. Le taux de dépôt étant évidemment inférieur au taux directeur et le taux de prêt étant supérieur au taux directeur. Le but étant de privilégier le refinancement via les opérations d'open market et voilà, d'avoir en cas d'urgence des facilités permanentes. Euh, voilà, donc ces taux de prêt, taux de dépôt et taux de prêt, ben, c'est aussi une manière que la Banque centrale peut avoir de jouer sur la masse monétaire. Le troisième outil qu'on peut voir, c'est celui des réserves obligatoires. Donc,
si on se rappelle de ce qu'on a vu sur les banques et sur la création de monnaie, la banque crée plus de monnaie que ce qu'elle a réellement dans ses coffres comme métaux précieux, entre guillemets, enfin comme valeur réelle. Euh, donc, si tous les clients demandaient leur argent en même temps auprès d'une banque commerciale, la banque commerciale ferait faillite. Alors, on trouve ça normal que ces banques prennent un certain risque, mais sans exagération. Et afin euh, voilà, d'être sûr qu'elles n'exagèrent pas, hein, qu'elles ne fassent pas faillite trop vite, eh ben, la Banque centrale leur impose de déposer dans ces comptes, hein, donc c'est un compte à leur nom, mais au sein de la Banque centrale, et de déposer un certain pourcentage de la monnaie qu'elles ont créée, hein, pour que si jamais il y ait une crise quelconque, une crise de confiance envers la banque, eh ben, la BCE puisse être certaine que hein, X% de cet argent se trouve encore bien là et que donc le risque que prend la banque est entre guillemets raisonnable. Eh ben, si on l'a vu hein, avec une banque suisse assez récemment, hein, s'il y a une espèce de crise de confiance qui est en train de monter, ben, ça peut être un outil de la BCE de dire bon, jusqu'à maintenant vous deviez nous donner 20%, mais moi j'estime que maintenant c'est 25% que vous devez demander. Mais c'est clair que ça va contracter la masse monétaire de manière assez importante, puisque ben, ces banques vont devoir rapatrier toute une série de la monnaie qu'elles ont créée et aller la placer sur les comptes de la BCE. Voilà. Donc, réserve obligatoire, autre outil pour gérer la masse monétaire. Alors, en cas de gros pépins, je vais dire, l'outil ultime, c'est ce qu'on appelle la planche à billets. Ça veut dire l'impression de nouveaux billets. Alors ça, ça mène à une dévaluation très rapide de la monnaie. Donc, c'est un petit peu tabou d'aller utiliser la planche à billets. Ça a déjà mené à des grosses crises, euh, voilà, dont on parlera encore. Donc, on n'aime plus vraiment, et c'est vraiment tabou d'imprimer des billets supplémentaires. À la place de ça, on va utiliser le quantitative easing. Alors, finalement, c'est la même chose. Ok, c'est un jeu via des achats et des ventes d'obligations d'État et privées. Hein, donc finalement, c'est un refinancement de l'État via un achat des obligations émises par la Banque centrale. Hein, donc voilà, c'est rendre les choses un petit peu plus compliquées pour que on ne se rende pas compte directement qu'il y a des billets qui sont bêtement imprimés comme ça, hein, mais globalement ça revient en même, ça va provoquer une augmentation massive de la masse monétaire. Voilà, euh, je dois dire que le vrai mécanisme est relativement compliqué, hein. Enfin, vous pouvez retenir que ce sont des achats à vente d'obligations d'État et privées, hein. Donc ça veut dire que ben, c'est clairement si la Banque centrale euh, voilà, diminue enfin en général c'est plutôt augmente le nombre d'obligations ou rachète des obligations et donc injecte des billets en rachetant ces obligations, ben, c'est clair que ça va directement jouer sur la masse monétaire. Bien, donc j'allais dire, le mécanisme est relativement compliqué. Je vous ai aussi mis un petit film, si jamais, qui explique un petit peu ce qu'est le quantitative easing, toujours de manière assez simplifiée. Voilà, si vous voulez approfondir les différentes possibilités, euh, ben, vous pourrez vous renseigner de manière un peu plus approfondie. Mais pour nous, on va retenir que le quantitative easing, c'est imprimer des billets. Voilà, ça revient en même finalement. Voilà. Alors, quelle est la conclusion quant à l'impact sur le marché d'échange de cette politique monétaire? Finalement,
toute augmentation de la masse monétaire va certes jouer sur l'inflation, mais elle va également dévaluer la valeur de la monnaie émise par la Banque centrale sur le marché d'échange. Alors ça peut, j'ai bien dit, ça peut, hein, et c'est bien ce qu'on a vu dans les différents modèles, ça peut être bénéfique parce que à un certain degré, ça va favoriser les exportations. Ok. Et donc si ça favorise les exportations, ben, ça risque d'augmenter l'activité économique à l'intérieur de la zone. Alors, attention, ça défavorise par contre les importations. Donc tout ce qu'on importe, si on vit beaucoup de dépendance internationale, ben ça va coûter plus cher. Alors, le problème, c'est que si on exagère, ça peut mener à une crise de confiance dans la monnaie. On se dit, oui, mais ceux-là, ils dévaluent tout le temps ils augmentent tout le temps leur masse monétaire, hein. Spécialement si vous le faites pas via un taux directeur, mais que vous le faites via le quantitative easing ou enfin, soit l'impression de billets supplémentaires. Voilà, il se dit, oh là là, là, les gars, là, ils sont en train d'augmenter leur masse monétaire sans contrepartie aucune. Ben je vais vite revendre cet argent avant, hein, enfin cette monnaie, avant qu'elle ne dévalue, et ça arrive très 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 vite. Et donc ça fait une crise de confiance et une crise de change. Euh, alors ça va amener à un mécanisme qui va encore diminuer et dévaluer la valeur de cette monnaie. Et donc finalement ça risque d'être trop fort et d'amener des difficultés internationales, notamment parce que ben, vous avez des prêts à l'étranger, ce genre de choses dans des autres monnaies, et que ça va être compliqué de les rembourser. Donc bottom line, ce que je voulais dire, c'est que malgré que sur les modèles du cours précédent, on ait vu que bah, cette politique monétaire, c'était quand même un bon système, ça l'est. euh, et certainement si c'est fait via le taux directeur, hein, ça c'est quelque chose de relativement doux, hein, d'un contrôle efficace visant à maintenir et stabiliser l'inflation. Mais si pour des raisons de relance vous vous mettez à imprimer des billets, ça devient très très vite dangereux. Ok. Et donc c'est finalement quelque chose que, en général, on évite de faire, sauf grosse crise, et on le fait vraiment avec des pincettes, et on essaye que ça se sache pas trop, hein, que les gens comprennent pas trop. C'est pour ça qu'on dit qu'on va faire du quantitative easing. Ben, vous avez bien compris ce que ça veut dire. Ça veut dire jouer sur les quantités pour faciliter, hein, la reprise économique, mais voilà, c'est dangereux, c'est dangereux. Très très bien. Voilà, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les dangers, et donc pas seulement les crises de change, mais éventuellement les crises bancaires qui pourraient être euh, induites par ces crises de change, ben, je vous propose ce petit film que vous pouvez consulter sur notre folder. Très très bien. Alors vous avez compris, aussi bien en matière de politique monétaire qu'en matière de politique budgétaire, ben, les avis ne sont pas tranchés. Ok. Vous trouverez toujours quelqu'un pour dire que les politiques sont trop austères, comme quelqu'un pour dire que les politiques sont trop expansionnistes. Et les deux ont souvent des bonnes raisons, hein, d'être pensés. Euh, Bon, maintenant, en général, avec des discussions, on arrive à un consensus. Je trouve que voilà, les dernières crises, en tout cas, ben, on a vu pendant la crise Covid, ben, on a clairement délié les cordons de la bourse pour voilà, maintenir notre capacité de production économique. Et bah, on voit que ça a relativement bien marché. On a réussi à ne pas créer une crise trop intense. Alors bien sûr, ça a été la crise, mais voilà, ça c'est quand même reparti relativement
j'ai bien dit relativement, plus facilement que si on n'avait rien fait. Donc là, on a été d'accord, hein, voilà, il y avait un réel besoin social notamment, hein, de délier les cordons de la bourse. À d'autres moments, c'est moins évident. Voilà, certainement si on reste obsédé par la croissance, hein. Alors, la bonne nouvelle, enfin, hein, le bon côté de la mauvaise nouvelle, c'est que les crises, la crise énergétique, je dois dire, mondiale, va nous mener enfin, elle nous mène déjà, hein, à des principes émergents de sobriété. C'est-à-dire que, ce que je veux dire par là, et j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais c'est que cette notion et cette volonté de croissance, eh ben, elle est gentiment en train de sortir de notre obsession culturelle, et on est en train de se dire, ben, si on veut continuer à survivre dans un monde qui n'est plus en croissance pas parce qu'on a fait des mauvaises politiques économiques, mais parce que finalement ce sont des principes physiques de ressources qui s'amenuisent, eh ben on va devoir penser en termes de sobriété. Et donc là, je pense qu'on va clairement modifier les politiques et que ça risque de mettre plus de monde d'accord, enfin à partir du moment où on sera d'accord parce que c'est pas le cas actuellement, hein, que la sobriété est la meilleure des solutions, tout le monde n'est pas d'accord actuellement, on va dire ça comme ça, et bien à ce moment-là, ça va être beaucoup plus facile parce que on va troquer les velléités de croissance par des velléités de stabilité, s'il est encore temps, et certainement de maximisation de la résilience. Alors, là, donc on sera vraiment, en tout cas avec la politique monétaire, on sera vraiment sur une volonté de stabilisation de l'inflation, en sachant qu'évidemment cette raréfication des ressources, eh ben, elle va mener à de l'inflation, hein, donc ça va, voilà, il va falloir l'assumer. Et ben, les politiques gouvernementales, elles vont devoir se réinventer pour favoriser, hein, c'est d'abord une meilleure redistribution, donc probablement qu'il y aura une augmentation du pouvoir étatique afin de redistribuer plus équitablement, puisque les ressources vont se faire plus rares. Une partie de la possibilité, c'est de jouer sur une meilleure égalité. Et d'autre part, ben, ce qu'il faut faire pour minimiser les problèmes qu'on va avoir au niveau mondial, ben, ça, on doit encore en inventer en tout cas une partie. Très très bien. Alors, on ne pourrait pas terminer sans parler un petit peu ici de mondialisation, hein, et de relations économiques internationales. Or, c'est une initiation et ben, je voulais simplement toucher un petit mot de l'intérêt mutuel du commerce international par spécialisation. C'est-à-dire, et ici toujours dans un contexte de croissance, évidemment. Très bien. Donc, quels sont les fondements de cet échange international ou de cette volonté d'échanger à l'international? Eh bien, ce sont des fondements dont la base est une variabilité des facteurs à disposition dans les différentes économies. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Eh bien, on veut dire que ben, d'une zone à l'autre, on n'a pas les mêmes richesses naturelles. Certains ont du pétrole, d'autres pas. Certains ont du gaz, d'autres pas. Certains ont un climat favorable, voilà, un climat chaud, d'autres un climat froid, ce qui sera favorable à différentes choses. On a aussi des facteurs humains différents, hein. Certains ont peu de personnes sur leur territoire, d'autres beaucoup. Certains ont des travailleurs plus qualifiés que l'autre. Il y a des différentes cultures, etc., qui mènent finalement à être plus ou moins aptes à faire certains types de travaux. Enfin, il y a des facteurs techniques et capitalistiques, hein, donc ben, la possibilité d'avoir des infrastructures, hein, de logistique, etc., voire la possibilité d'avoir des capitaux à risque à disposition.
Voilà, donc finalement, ce sont l'ensemble de ces facteurs qui vont amener à une plus grande productivité de certaines choses dans certaines zones. Et donc cette spécialisation plus ou moins poussée de la production, avec un échange, eh ben, elle va mener à une création de richesse. Voilà. Hein, on a un magnifique modèle qui nous démontre ça, hein, qui est le modèle dit HOS. Et ici, je vais vous en faire une version très simplifiée afin de pouvoir comprendre un petit peu comment ça se fait, mais sans calcul trop compliqué. Alors, le premier, enfin, c'est peut-être pas le premier, mais en tout cas, un des benchmarks importants de cette notion de commerce international a été établi par Adam Smith dans son célébrissime ouvrage Recherche sur la nature et les causes de la richesse d'une nation, où il aborde le concept d'avantage absolu. Donc, le concept d'avantage absolu, il est simplissime. Il dit, si vous arrivez à produire pour un coût inférieur quelque chose, et que le pays à côté arrive à produire pour un coût inférieur que vous autre chose, eh ben vous avez simplement intérêt à vous spécialiser dans ces deux productions et à échanger le résultat de votre production. Il s'ensuivra finalement une meilleure répartition des coûts et plus de production pour tout le monde à moindre coût. Pour nous parler de ça, Adam Smith a recours à la maxime du chef de famille, c'est-à-dire que, il faut dire que l'ouvrage d'Adam Smith, hein, il est délicieux à lire, hein, n'hésitez pas à le parcourir, il est libre de droit, hein, donc fatalement, il y a des versions gratuites sur Internet et vous pouvez l'acheter à très bon compte. Donc c'est vraiment un livre qui a été fait pour voilà, lire en société. Et donc, il raconte, pour finalement faire le point de la spécialisation internationale, il raconte l'histoire d'un chef de famille, et je vous l'ai transcrite ici, hein, et il dit, ben, ça ne viendrait pas l'idée à un chef de famille qui est cordonnier de se mettre à faire de la ferronnerie pour voilà, ses besoins. Il va faire des chaussures, c'est ce qu'il fait le mieux, et il va vendre ses chaussures, et grâce à l'argent de la vente de ses chaussures, il va payer quelqu'un, hein, qui fait de la ferronnerie mieux que lui pour ses besoins en ferronnerie. Ah, il dit, et Adam Smith nous dit, ben, pour un pays c'est la même chose. J'ai tout intérêt à faire ce que je fais de mieux, et à l'échanger avec quelqu'un qui fait ce que je fais moins bien, mieux que moi. Voilà, l'avantage absolu. Alors, c'est bien cet avantage absolu, mais le principe a été amélioré par un disciple d'Adam Smith qui s'appelle David Ricardo et qui a écrit Principe de l'économie politique et de l'impôt. La question de Ricardo, c'est mais que se passe-t-il si un pays n'est doué pour rien? Okay. Selon Adam Smith, il ne devrait pas produire puisqu'il est doué pour rien. Mais ça dérange un petit peu Ricardo et il va se, hein, Ricardo, il a fait carrière comme agent de change, donc il est bon en calcul et il va mathématiser, hein, le principe de l'avantage comparatif. Hein. Il dit mais non, même si il y a quelqu'un qui est plus doué que moi pour faire toutes les choses qui existent, j'ai quand même intérêt à me spécialiser dans ce pour lequel je suis comparativement le meilleur. Ah. Alors, comment est-ce que je vais faire pour déterminer ça? Eh ben,
selon Ricardo toujours, hein, chaque pays, hein, va se spécialiser là où son rendement est le plus élevé. Alors, ben, rendement est entre guillemets, il va falloir finalement comprendre ce que lui pense comme étant un rendement, hein, mais voilà, le principe c'est que je vais comparer, comment dire, je vais comparer tous mes rendements relativement aux autres choses que je sais faire. Et c'est le rapport entre ces différents rendements de ce que je peux faire moi-même qui va déterminer ce que je peux faire de mieux. Bien, très très bien. Excusez-moi. Alors, Ricardo, pour développer son point, il fait appel à un modèle simplifié où il ne prend que deux pays, l'Angleterre et le Portugal, et il prend deux produits, la production de draps et la production de vin. Et qu'est-ce qu'il me dit? Il dit en Angleterre, pour fabriquer le drap, hein, il faut le travail de 100 hommes par an. Tandis que si elle voulait faire du vin, il lui faudrait 120 hommes par an. Okay, très très bien. Donc on voit ici que l'Angleterre, par rapport au Portugal, eh ben, elle est moins bonne pour faire des draps et pour faire du vin. Parce qu'au Portugal, pour faire le vin, il lui faudrait le travail de 80 hommes pendant une année, tandis que pour faire la même quantité de draps, il lui faudrait le travail de 90 hommes. Très très bien. Alors, il dit, bon, c'est très bien, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on a toujours intérêt à se spécialiser, hein? Eh bien, ce que je dois regarder, c'est le rapport qu'il y a entre le nombre d'hommes que j'ai besoin pour faire le drap et le nombre d'hommes que j'ai besoin pour faire le vin. Okay. Et on voit que ce rapport, donc de 100 sur 120, est différent du rapport de 80 sur 90 du Portugal. Et donc il dit, puisque ce rapport est différent d'un pays à l'autre, il y a forcément une solution pour une spécialisation là où mon rapport est le meilleur. Bien. Alors, regardons de manière plus chiffrée comment est-ce qu'on va faire. Okay. Donc, je reprends l'exemple ici et j'ai mis les unités de travail à faire en Angleterre et au Portugal dans mon petit tableau. Hein. Et on va en rediscuter après. Évidemment, il y a toute une série d'hypothèses, notamment que l'économie est fondée sur le troc. Hein, ce qui n'est pas vrai dans la réalité. Okay. Hein. Et l'autre hypothèse, c'est que les coûts de production, ils sont directement proportionnels au travail que je vais mettre dans cette production. Okay. Donc ça non plus, c'est pas forcément vrai dans la réalité non plus. Très bien. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai mis ici? La valeur d'échange d'un produit n'est pas fonction de son utilité, valeur d'usage. La preuve en est que des produits très utiles comme l'air n'ont aucune valeur d'échange. Si quelques marchandises sont naturellement limitées, la plupart ont leur volume en fonction du travail que l'on accepte de consacrer à la production. Okay. Donc ça, c'est son hypothèse. La valeur travail. Donc, on peut calculer maintenant les coûts comparatifs. Les coûts comparatifs, c'est simplement mettre les coûts du drap sur le coût du vin. Okay. Donc ça fait 100 sur 20. Et au Portugal, on a 90 sur 80. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, en calculant 100 sur 20, on voit qu'en Angleterre, unité de drap égale 0,833 unités de vin, et qu'unité de vin, c'est l'opposé, vaut 1,2 unités de drap. Tandis qu'au Portugal, unité de drap vaut 1,125 unités de vin, et unité de vin vaut 0,889 unités de drap. Alors là, vous commencez à comprendre. Vous commencez à comprendre que je vais pouvoir produire un bien, hein, soit l'Angleterre va produire des draps,
hein, elle va les exporter. Et elle peut, avec cette exportation et l'échange de ces draps au Portugal, importer 10 unités de vin, puisque une unité de drap est égale à 1,125 unités de vin au Portugal. Ok. Du coup, elle a à sa disposition plus d'unités de vin que si elle consacrait elle-même la même quantité de vin d'œuvre, c'est-à-dire 800 unités de travail, à la fabrication du vin. Ok. Très très bien, hein, puisque c'est bien 6,67 unités de vin qu'elle aurait dans ces conditions-là. David Ricardo dit CQFD. Hein, voilà, même si l'Angleterre n'est douée pour rien, elle a intérêt à se spécialiser là où comparativement elle est la meilleure. Très très bien. Alors, même chose pour le Portugal. Hein. Le Portugal, il trouve aussi de l'intérêt, même s'il est meilleur partout, hein, ça on n'en doutait pas, hein, à exporter 10 unités de vin. Il peut donc importer 12 unités de drap, puisque une unité de vin vaut 1,2 unités de drap en Angleterre. Alors, évidemment, si elle investissait ces 800 unités de travail à la fabrication de draps, elle n'aurait eu que 8,88 unités de draps, ce qui est bien moindre. Voilà, re-CQFD. Hein, et donc, bien que la supériorité de la production anglaise n'apparaisse ni pour le drap ni pour le vin, ces deux pays ont chacun avantage à échanger. Voilà, et bah, c'est bien hein, qu'il fasse cette démonstration, ça pousse certainement à l'échange international, et ça montre que même s'il y a toute une série d'hypothèses qu'on a vues, ça montre que on a réellement intérêt à ouvrir les frontières. Et donc ça, c'est finalement ça hein, qui a amené à deux mouvements assez importants. Le premier au niveau de l'Organisation mondiale du commerce, hein, où il y a un gros travail qui est fait pour réduire les barrières douanières au niveau de tous les pays du monde, enfin certainement ceux qui adhèrent à l'OMC. Et alors l'autre chose, c'est que il y a une espèce de volonté de créer des zones économiques, hein, l'Europe étant un exemple, où toutes les barrières douanières sont éliminées afin de pouvoir maximiser cet effet bénéfique sur la croissance toujours hein, de l'ouverture de ces frontières. Très très bien. Alors, si jamais vous aviez encore besoin d'un autre exemple qui ne soit pas des draps et des vins, hein, on voit ici deux pays, hein, les bleus et les rouges, qui font du vin et du fromage, hein, où on voit que en autarcie, ils arrivent à créer pour les bleus 12 vins et 5 fromages, et pour les rouges 4 vins et 4 fromages, et que en situation d'échange, même si les rouges sont moins doués dans la production de vin et de fromage, eh ben, ils arrivent à avoir plus de vin et plus de fromage tous les deux. Voilà, voilà. Bien. Si vous vouliez une autre explication, vous avez comme d'habitude un petit film qui permet d'expliquer ça. Alors, regardons quand même les hypothèses parce que je pense qu'elles nous permettront de comprendre dans quel sens vont ces vérités. Ok. La première hypothèse, c'est que la productivité n'est pas constante. Il y a notamment cette problématique du chômage. Ok, c'est pas pour rien qu'on essaye de minimiser le chômage. Hein, et voilà, donc il y a cette notion de qualification des ressources humaines dans une zone, c'est une vraie problématique auquel voilà, il faut s'attarder c'est important d'avoir du personnel qualifié.
La concurrence n'est pas parfaite, hein, ça c'est peut-être ben voilà, une des choses pour lesquelles on aurait moins entre guillemets intérêt à échanger que ce que le modèle a l'air de le dire, c'est que finalement le coût du transport d'un pays à l'autre, ben dans le modèle qu'on a vu de Ricardo, il est nul. C'est gratuit de transporter dans ce modèle-là. On n'a pas dit, ah, il faut. Hein, donc, dans la réalité, il va falloir finalement déduire le montant de ce transport, hein, même si ben, ça fait du PIB, ce transport. On est bien d'accord. Euh, alors, ça aussi, avec l'augmentation de la facilité à transporter, hein, certainement liée aux capacités techniques, mais aussi à l'énergie bon marché, hein, a favorisé grandement le transport international et donc la vérité du modèle et l'intérêt de la mondialisation des économies. Et donc ça, c'est quelque chose qui a été graduel, hein, au cours du dernier siècle, en tout cas. Euh, la tendance pourrait s'inverser avec la montée des coûts de logistique de transport. Hein, si le pétrole notamment venait à monter de manière excessive, ben, ça rendrait le modèle de moins en moins vrai au fur et à mesure que le coût de transport augmenterait. Ok, donc ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre d'esprit. Les prix ne contiennent pas que du travail. Ben oui, hein, ça, on va vouloir faire attention de produire des choses à haute valeur ajoutée et d'acheter des choses plutôt à faible valeur ajoutée. Ça voudrait dire que finalement, hein, on arrive à mieux se rémunérer si on fait des choses à haute valeur ajoutée. Les facteurs de production sont mobiles, bah oui. Hein, les travailleurs qualifiés, ils peuvent bouger d'une zone à l'autre, c'est pas interdit. Les machines aussi, hein, il y a les capitaux aussi sont mobiles. Ok, donc il y a toute une série de choses qui sont mobiles et la question de la délocalisation des facteurs de production est quelque chose qui peut effectivement se réfléchir également. Voilà, hein. Et finalement, le pays qui importe n'est pas forcément celui qui exporte, mais voilà, moi je comprends que, en tout cas, l'idée du modèle à deux pays, deux produits est quelque chose qui est facilement généralisable, excusez-moi, mais voilà, qui nous permet de réfléchir avec des choses un peu plus simples. Par contre, le taux de change entre monnaies sont variables, et ça, ben ça va nous amener des plus grandes difficultés, hein. L'économie n'est pas une question de troc, c'est aussi une question de monnaie, avec, comme on l'a vu, une certaine notion de confiance dans cette monnaie. Donc ça doit être réfléchi aussi. Et finalement, moi j'estime que c'est la cerise sur le gâteau pour certains aspects, mais pour d'autres, évidemment, c'est un problème. Hein, cet échange international, en se spécialisant dans certaines choses, bah, elle amène une certaine dépendance. Qu'est-ce qui se passe si le pays desquels on importe toute une série de choses qui sont essentielles se dit tout d'un coup que bah non, ça l'arrange plus. Ah bah ça pose problème. Certainement si ce sont des choses essentielles. Hein. Donc les économies subventionnent systématiquement par exemple l'agriculture, hein, pour garantir une certaine autonomie en termes de nourriture, hein, même si je pense que ces politiques devraient être largement revues, mais ça c'est mon point de vue personnel. On a vu aussi au moment du Covid que quand il s'agissait hein, de choses vitales, les masques, les vaccins et tout ça, ben hein, ça passait pas finalement pas si facilement. Hein. On a eu des pénuries de masques, on a eu même des pénuries de coton-tige et des trucs comme ça. Très très bien. Le côté positif de cette dépendance, il faut pas le négliger quand même, c'est que ça a été un vecteur de paix absolument formidable. Ok. Si toute, euh, si toute rupture de relation cordiale amène à une décroissance économique sévère, eh ben vous êtes largement poussé à continuer à vous entendre. Alors,
voilà, hein, il y en a qui, malgré tout, hein, arrivent à sortir de ce système. Euh, Parfois, moi j'ai du mal à comprendre quelle est la rationalité derrière, hein, notamment au niveau de l'Angleterre avec le Brexit. Bah, honnêtement, toute personne qui réfléchit un peu se dit, mais moi je comprends pas ce qu'ils ont voulu faire. Ils se sont tirés une balle dans le pied. Bon, ok, ça les regarde, probablement qu'il y a d'autres matières plus politiques, de populisme et de persuasion qui sont rentrées en jeu. C'est hors du sujet de ce cours, mais voilà, hein, et comme on le voit en Ukraine pour le moment, ça n'empêche pas toutes les guerres, mais en tout cas, ça apaise, ou ça a tendance à apaiser les relations internationales par un système de dépendance. Très très bien. Voilà. Alors, bienfait concret, vous lirez, hein, certainement, bah voilà, ici, hein, pas si ancien que ça, en 2015, dans un magazine, je lis, bah voilà, hein, l'effondrement de la pauvreté dans le monde. Et c'est vrai, hein, que toute cette augmentation d'internationalisation des échanges, de mondialisation de l'économie, eh ben, elle a été largement corrélée avec un affaiblissement de la pauvreté extrême. Alors, plusieurs bémols à amener quand même à, euh, à ce fait. Hein. Le premier, c'est que c'est pas parce que la pauvreté extrême a été diminuée que forcément les inégalités ont diminué. Ok, premier bémol. Et deuxième bémol, tout aussi inquiétant, c'est que la corrélation est tout aussi bonne avec celle de l'utilisation des énergies fossiles. Et donc, il y a toute une série de théoriciens actuellement qui se disent, mais non, 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 c'était pas la libéralisation, c'était la disponibilité d'énergie fossile bon marché et en grande abondance qui a mené à cette diminution de la pauvreté dans le monde. Et ça, c'est plutôt une mauvaise nouvelle parce que, ben, comme vous le savez, on est au pic de production du pétrole, hein, et des énergies fossiles de manière générale. Et donc, ça voudrait dire que cette tendance, elle va s'inverser d'ici peu. Voilà. En tout cas, l'avenir nous le dira. Très très bien. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici et donc je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt pour notre cours. Au revoir.